Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est en face-à-face avec Marc Toiti, qui est économiste, qui est auteur de ce livre Reset, quel nouveau monde pour demain, édité chez Bookelis, et qui aujourd'hui répond donc à cette question, l'état économique de la France. Clémence, ce n'est pas reset, c'est reset. Reset. Sinon, tu vas faire comme Grisette, tu vois. Ça va faire Rosette. La risette, oui, ou la recette Marc Toiti aussi. a écrit Rosette. Il parle de la Rosette de Lyon. Il adore ce plat merveilleux. Marc Toiti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, cher André. C'est un plaisir de vous retrouver déjà. Eh bien, le plaisir est partagé. Et c'est vrai que la dernière émission que je suis venu, elle a fait un grand carton. J'ai vu ça. Bravo, André. Donc, c'est vrai que c'est une des rares émissions, je peux le dire, parce que j'en fais beaucoup. On a le droit de dire ce qu'on pense vraiment, de parler. On a le temps. Moi, voilà, en tout cas, j'impose de dire ce que je veux partout, ça c'est sûr. Et toi, déjà, des fois, on ne m'invite pas parce qu'on a peur de ce que je vais dire. Ouais. Et chez vous, on a le temps effectivement de parler. Donc, bravo à ce que vous faites et continuez comme ça. Merci. En tout cas, on va le prendre parce que justement, on va essayer de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Parlons de la situation économique. On parle beaucoup du Covid, les pour, les contre, les vaccins, les anti-vaccins, tout ça très très bien. Enfin, derrière cet arbre, il y a la forêt. La forêt de ce qui nous attend en économie. Et c'est une sacrée forêt, une forêt vierge, j'allais dire une jungle. Je voudrais juste que vous réagissiez, Marc Toiti, en disant si vous êtes d'accord avec les chiffres que donne Bavrez dans Le Point, Nicolas Bavrez, pardon, l'essayiste dans Le Point. Il dit la France subira une chute du PIB de 11% en 2020, avec la perspective d'une croissance limitée à 6% en 2021. Le chômage touchera 10% de la population active, le déficit commercial atteindra 72 milliards d'euros et la dette publique s'envolera de 98 à 121% du PIB. Alors, est-ce que ça veut dire, ça c'est les chiffres, mais je voudrais qu'on traduise, Marc Toiti, est-ce que ça veut dire que la France est en cessation de paiement ? Alors, c'est simplement, pas encore, dans la mesure où effectivement on arrive toujours à rembourser pour l'instant notre dette, pour l'instant, c'est sûr, parce que vous savez, tout le problème est là. Moi j'ai fait un article, j'ai découvert, personne n'en a parlé, mais les chiffres sont sortis il y a quelques mois, qu'en fait depuis donc 2020, depuis le deuxième trimestre 2020, la France, tenez-vous bien, est le premier fournisseur de dette publique de la zone euro. C'est-à-dire que c'est la première fois que la France est passée numéro 1, donc cocorico, on est content, mais enfin, on s'en serait bien passé. Dans l'histoire. Dans l'histoire. Jusqu'à présent, on avait l'Italie, qui avait le pourcentage de dette publique le plus élevé par rapport donc, à l'ensemble de la dette publique de la zone euro. C'est elle qui a apporté le plus de dette publique. Bon, ça, on connaît l'histoire de l'Italie. Et bien là, figurez-vous que c'est la France. Et rendez-vous compte, parce que en 2000 à peu près, le poids de la dette française dans la dette totale de la zone euro, c'était à peu près 14%. Là, on est à 24%. Donc, 24%. Nous sommes numéro 1. Exemple, l'Allemagne, ils sont à 20%, par rapport à l'ensemble. Donc, ça veut dire que c'est nous les Français, qui contribuons le plus à la dette publique de l'ensemble de la zone euro. Donc, ça, c'est quand même un gros problème, parce que ça nuit, bien sûr, à notre crédibilité. Parce qu'après, comment vous voulez que les Français donnent des leçons à tout le monde, comme on le fait habituellement On n'a pas trop le droit à la parole, entre guillemets. Mais, juste pour terminer, le problème, c'est que si, d'ailleurs, on avait une dette publique énorme, et qu'on avait en échange une croissance forte, un chômage faible, on pourrait dire au diable l'avarice. C'est pas grave, la dette. Si cette dette génère de la croissance, tout va bien. Le drame, c'est que cette dette, parce que c'est pas que le Covid, on dit oui, c'est vrai qu'avec le Covid, ça a flambé, c'est sûr, mais ça existe déjà depuis très longtemps. Avant même le Covid, on avait 100% de dette publique par rapport au PIB. Donc là, ça s'aggrave. Donc tout le problème, c'est que cette dette, ce sont des aides, j'ai envie de dire, pour beaucoup, malheureusement, souvent foutues en l'air, parce que c'est ça le vrai problème. C'est que la dette, oui, mais la dette qui génère de la croissance, qui fait baisser le chômage. La dette qui soit productive, enfin, en quelque sorte. La dette qui soit efficace, entre guillemets. C'est-à-dire que, je vais vous donner un autre chiffre très simple, très simple à comprendre. Vous savez, parce que ça nous concerne tous, on s'endette tous. Qu'on soit ménage, donc un particulier, quand il va acheter son appartement, sa maison, il s'endette. Une entreprise, elle s'endette. Donc tout le monde s'endette. Mais il y a une condition très importante. C'est-à-dire il faut que cette dette soit ce qu'on appelle soutenable. Ça veut dire qu'elle génère suffisamment d'activité, de croissance, de revenus, si vous voulez, au moins pour payer les intérêts de la dette chaque année. Alors, c'est qu'aujourd'hui, la dette publique française, les taux d'intérêt sont à 0%, grâce au fait que c'est la Banque Centrale Européenne qui achète cette dette. Oui, absolument, même négatif. Voilà, exactement, c'est ce qu'on appelle la planche à billets. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça, c'est quand même une chance qu'on a, qui ne va pas forcément durer éternellement, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais néanmoins, on me dit, la dette publique, elle ne coûte rien, puisque les taux d'intérêt sont à 0, voire négatifs. Certes, mais il faut quand même la rembourser. C'est-à-dire, chaque année, on a des annuités de la dette, et on ne sait pas combien ça coûte ça, mais chaque année, ça coûte entre 35 et 40 milliards d'euros.
Juste pour... Mais ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Vous savez combien augmente le PIB en France? Donc, c'est-à-dire la richesse. C'est-à-dire 35 à 40 millions d'euros de dette à rembourser. Milliards, pardon, de dette à rembourser. De la dette, ça veut dire comme les intérêts, si vous voulez, les échéances, chaque année que vous devez rembourser. Eh bien, sauf que chaque année, le PIB français, avant le Covid bien sûr, il augmente d'environ 30 milliards d'euros. Ça veut dire que même si je prends 100% d'impôts sur ma hausse du PIB, je paye pas les échéances de ma dette chaque année. Donc c'est ça le problème. Eh bien écoutez, on va se retrouver tout de suite après ceci et on va parler de ce que ça veut dire pour les ménages, pour les Français, pour les citoyens qui peinent et qui travaillent. Et n'oubliez pas que vous avez la parole à partir de 13h15, un seul numéro, 0826 300 300. Oui, mais là, au rythme où ça va, les carottes ne sont pas cuites, elles sont calcinées. On est en train de se poser beaucoup de questions. Je rappelle quelque chose juste, Marc Toiti, et je suis très heureux, et on est très heureux qu'il soit là. Moi de même. Je rappelle aussi quelques chiffres que donnait Nicolas Bavrez. Il dit « Le risque d'un effondrement économique et social de la France est réel. Ces rares pôles d'excellence ont été touchés de plein fouet, à l'image de l'aéronautique, de l'automobile, de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme et de la culture. La France sortira de l'épidémie amputée de 10% de sa production et ne retrouvera pas son niveau de richesse avant 2023 au mieux. L'appauvrissement des ménages ira de pair avec une forte montée des inégalités. Enfin, l'État verra sa dette poursuivre ses courses folles pour culminer autour de 140 à 150% du PIB en 2030 du fait de l'incapacité à maîtriser les dépenses publiques et du rétrécissement de la base fiscale. Vous êtes d'accord avec je crois qu'il a bien lu mon livre. C'est parce qu'effectivement, c'est ce que j'évoque dedans. Très bien. Bavrez, c'est un bon lecteur de Toiti. Non, mais je le connais, c'est gentil. Mais j'espère qu'effectivement, d'ici 2030, on va inverser la tendance. Parce que moi, je pense qu'on n'y arrivera pas, là, comme ça. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience. Aujourd'hui, tout à l'heure, je l'évoquais, c'est que c'est le piège d'ailleurs. C'est que comme on a cette Banque centrale européenne qui fait cette planche à billets, qu'on a des taux d'intérêt de la dette publique à 0%, malgré cette flambée de la dette, les États sont complètement irresponsabilisés. Ils disent, ou déresponsabilisés, si vous voulez. Ils disent, on continue, ils sont irresponsables et déresponsabilisés. On continue comme ça. Donc, c'est ça qui est très dangereux. C'est que on a cette fuite en avant qui fait très peur parce que, encore une fois, il faut aujourd'hui avoir le courage de le dire. Il faut arrêter ce déni de réalité qui est vrai en économie, mais qui est vrai dans tout, malheureusement. Tout à l'heure, vous l'évoquez sur plusieurs sujets. C'est qu'on a besoin de voir la réalité en face et de dire que cette dette, elle va rester là et c'est nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants qui vont devoir la supporter. Mais donc, on les fait avancer avec un boulet, si vous voulez. Donc, alors, Marc Toiti, justement, donc, en fait, quand François Fillon disait déjà en 2007, l'État, nous sommes en faillite, en fait, on est vraiment en faillite, là. Alors, ça, c'est très simple. Je vais faire très simple pour tous les auditeurs, c'est que, en fait, quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est en faillite? C'est très simple. On dit que ce soit pour un État, une entreprise, etc., qu'on est en faillite si on a plus de dettes que d'actifs. C'est-à-dire que même si on vend tous nos actifs, eh bien on ne peut même pas rembourser notre dette. Ben, figurez-vous que l'État français est justement en faillite depuis 2005. Donc quand Fillon disait ça, effectivement à l'époque, ça veut dire que même si on vend tous les actifs de l'État français, on ne peut pas rembourser la dette. Y compris les musées, la Joconde, etc. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'à cette année, en fait jusqu'à 2020, on pouvait se rattraper sur l'ensemble de la puissance publique française. Parce qu'il n'y a pas que l'État, il y a également les collectivités locales, les bâtiments, etc. qu'on a à travers de toute la fonction publique. Donc là on arrivait à avoir justement un actif net légèrement négatif. Mais avec cette dette qui, je vous rappelle quand même, a atteint, si on parle en monnaie sonnante et trébuchante, est en train d'atteindre 2638 milliards d'euros. Bientôt, certainement, on va... 2 trillions 638 milliards. On va certainement atteindre les 3000 milliards l'année prochaine, certainement. Et donc là, c'est exactement le montant de l'actif total de l'ensemble de la puissance publique. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas une vue de l'esprit de dire que la c'est pas une abstraction, publique, on dit faillite, c'est pas une vue de l'esprit. Si on regarde dans la réalité, effectivement, malheureusement, la puissance publique française, l'État français est en faillite depuis bien longtemps. Alors, comment on fait pour continuer? Parce que la chance de la France, c'est que la France, l'État français n'est pas une entreprise, entre guillemets. Alors, comment on fait pour continuer? Parce que c'est une vraie question. Grâce à deux choses. Un, les taux d'intérêt sont très bas, et puis surtout, l'État a un avantage que personne n'a, qu'aucun acteur économique a, c'est qu'il est sûr d'avoir des rentrées fiscales. Comme nous sommes numéro 1 mondiaux des impôts, eh bien évidemment, ça fait rentrer dans les caisses les impôts. Mais alors justement, on va y arriver. Je vais vous interroger là-dessus parce que quel type d'impôt Parce que mais là, comme disait Audiard, on n'a plus que l'impôt sur les eaux. On va voir comment on va arriver. Mais juste un mot. Quid, franchement, alors là, je pense à ceux qui nous écoutent et beaucoup d'autres. Quid vraiment, comme vous le savez, de cette classe moyenne, de ces petits artisans, commerçants, restaurateurs, événementiels, tourisme, il en parlait, etc. Et puis beaucoup d'autres qui se disent, mais
on voit pas l'horizon est bouché, on ne voit pas où on va. En fait, soyons très clairs. Où on va, Marc Toiti, là-dessus, pour ces millions de Français qui... C'est là où je pense, où je suis malheureusement inquiet. Alors, je ne veux pas noircir le tableau, bien entendu. Non, mais il faut dire les choses. Il faut dire honnêtement que on vit dans un pays formidable. La France, sur la base, est un pays formidable. Rendez-vous compte, on est numéro 1 mondiaux des dépenses sociales. C'est pas l'oublier. On a à peu près 31% de notre PIB de dépenses sociales. Il n'y a pas un pays au monde où on fait ça. Et ça, on l'oublie. C'est vrai qu'on a un taux de pauvreté en France de 14%. 14% des gens vivent sous le seuil de pauvreté, qui est quand même plus élevé que dans d'autres pays. Mais s'il n'y avait pas les aides sociales, etc., on aurait un taux de pauvreté de 23 à 24%. Donc, on vit dans un pays qui est formidable. Le problème, c'est que justement, nos dirigeants en ont abusé. Et notamment au travers de cet impôt qui vient essentiellement, bien sûr, taxer ce qu'on appelle la classe moyenne. C'est quoi la force d'un pays? La beauté d'un pays? C'est sa classe moyenne. C'est elle qui produit des emplois. Enfin, exactement. C'est les emplois, oui. C'est là qu'est le drame aujourd'hui. C'est que, alors je disais que ça continue, l'État, malgré la faillite, avance parce qu'il peut ponctionner des impôts. Mais si on a une récession... Mais comment il fera aujourd'hui? Ça veut dire qu'on va ponctionner sur un gâteau de plus en plus petit. L'assiette fiscale baisse. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas du tout les recettes fiscales annoncé. Oui. Et donc le danger, c'est quoi? Moi, je le vois gros comme une montagne, même si Bruno Le Maire nous dit qu'il ne va pas le faire. Mais malheureusement, moi, j'ai peur qu'on augmente nos impôts. Alors, comme on de quelle façon? Alors voilà, c'est ça le problème, c'est que comme on est déjà numéro 1 mondial des impôts, on va pas aller encore au-delà. Mais comme vous savez, on a les meilleurs technocrates au monde sur les impôts, qui savent justement trouver des impôts formidables. Et ma crainte, c'est que justement, on va taxer là où on peut encore taxer, c'est-à-dire notamment sur l'épargne des Français. Donc ça, c'est quand même un vrai danger. Il faut savoir qu'il y a ce risque qui existe. Alors, taxation de l'épargne. Voilà, qui existe. Le bas de laine, enfin. Alors, pas que le bas de laine, parce que ça touche pas que les plus riches, bien entendu, ça touche tout le monde à de l'épargne aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs. Et on a ce qu'on appelle la poire pour la soif. Dans un climat difficile, on a cette épargne de précaution parce qu'on a peur du lendemain. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est qu'on risque d'augmenter ce taux d'imposition sur l'épargne. Alors, quand? Parce que souvent, on me pose la question, quand? Il y a une grande date en 2021. Alors, j'espère, bien sûr, comme tout le monde, qu'on va sortir de cette pandémie. Pas, mais en tout cas, il faut sortir de cette pandémie. Le problème, c'est que, espérons qu'on va en sortir. Qu'est-ce qu'il y a, alors? Voilà. En 2021, il y a une date très importante. C'est septembre 2021. Qu'est-ce qui se passe en septembre 2021? Il y a les élections législatives allemandes. Et donc, Madame Merkel va prendre sa retraite. Une retraite bien méritée parce que, il faut être honnête, c'est elle qui a sauvé la zone euro ces dernières années, notamment pendant cette pandémie. Et je vous rappelle que l'été dernier, la Cour constitutionnelle allemande, qu'on appelle de Karlsruhe, avait dit, attention, ce que fait la Banque Centrale Européenne, la fameuse planche à billets, n'est pas conforme avec la Constitution allemande. Oui. Rendez compte? Et là, on a tous eu peur. Puis Mme Merkel a mis tout son poids dans la balance. Finalement, on a calmé le jeu. On a dit ce qu'on appelle une sonnette d'alarme. Voilà. Mais sauf que quand elle va partir, parce qu'elle prend sa retraite, en 2021, je pense que son remplaçant ou sa remplaçante, quelle qu'elle soit, eh bien, ne pourra pas continuer, n'aura pas cette force d'imposer, de continuer cette planche à billets. Et c'est là où, si on n'a plus... Alors, qu'est-ce qui se passe si la Cour allemande, si par exemple la Banque allemande dit, nous, on l'arrête? Si elle dit nine, c'est ce qu'ils vont dire, à ce moment-là, eh bien, ça veut dire que l'Allemagne n'a plus le droit de participer à cette planche à billets. Donc, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que les taux d'intérêt des dettes publiques, hop, ils vont augmenter. C'est-à-dire ils vont augmenter tout à fait logiquement. Ils vont revenir vers ce que j'appelle le juste prix. Ça veut dire un niveau normal par rapport à la flambée de la dette. Mais c'est là que le problème, parce que si les taux d'intérêt augmentent sur la dette publique, tous les taux de nos crédits à nous, entreprises, vont aussi augmenter. Et donc, au moment où ça va redémarrer en 2021, après la pandémie, espérons-le, là, on va de nouveau replonger. Donc, c'est là où, encore une fois, pourquoi on dit à nos États, faites attention aux deniers publics, faites attention, parce que c'est nos impôts, tout ça. Pourquoi on leur demande de faire attention depuis des années? Moi, je le fais depuis des années avec nos dirigeants. Ça n'a pas marché, malheureusement, mais parce que justement, quand il y a des crises comme aujourd'hui, il faut avoir les moyens de relancer la machine. Et qui aujourd'hui a les moyens en Europe? Il n'y en a pas beaucoup de pays. Il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, des pays qui ont fait des efforts qu'on appelait à une époque les pays frugaux, vous savez, les radins. Alors que ce sont les seuls qui... Les fourmis, mais ce sont les seuls qui ont réussi justement à améliorer le fonctionnement de la dépense publique. Parce qu'il faut de la dépense publique. C'est très important. Mais on doit avoir une dépense publique qui soit efficace, qui génère de la croissance, qui fasse baisser le chômage, qui génère du bien-être social. Parce que c'est ça qui est fou. Nous sommes numéro 1 mondiaux de la dépense publique, et malgré ça, on n'a pas un bien-être social. Juste un mot, ça veut dire que si les taux d'intérêt remontent, mettons, enfin, on va jouer les Cassandres, mais je vous assure qu'on va essayer tous. Mais encore une fois, il faut pas être Cassandre, il faut être réaliste. Moi, j'ai toujours été optimiste. André, vous le savez, en 2008-2009, j'étais l'un des rares à dire à l'époque de la crise de Lehman Brothers que ça allait redémarrer. Donc, je suis pas de nature pessimiste, je suis un vrai optimiste. Mais je pense qu'il faut aussi être réaliste. Il faut être lucide. Et donc, je vais pas dire que les taux d'intérêt vont flamber à 40%, mais bon, c'est que comme
on est à 0, même si les taux d'intérêt des dettes publiques montent à 1%, 1,5%, ça s'appelle ce qu'on appelle un crack obligataire. Et donc nous déjà, nos crédits vont avoir tendance à augmenter. Donc là, toutes les bulles boursières, les bulles immobilières, vont évidemment s'effondrer. Donc il faut se préparer à ça, tout simplement. C'est bien pour ça qu'il faut en parler absolument. Et on continue avec vous, avec nos auditeurs, après cette petite pause. Qui connaissent parfaitement ce numéro de téléphone sur lequel il faut nous joindre, hein, le 0826 300 300. Évidemment, n'hésitez pas à revenir poser des questions à notre invité Marc Toiti et tous les autres sujets qu'on a abordés plus tôt. À tout de suite. André Berkoff est toujours avec son invité Marc Toiti, auteur de Reset, quel nouveau monde pour demain aux éditions Bouquelis. Et puis vous aussi, hein, vous êtes très nombreux à réagir et composer le 0826 300 300. On va donner la parole à Fabrice qui nous appelle de Mulhouse. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Fabrice. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à Monsieur Toiti, que j'apprécie beaucoup, en particulier sur YouTube. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'ai une question qui est peut-être bête, hein, mais voilà. J'aimerais savoir comment est-ce que vous expliquez le passage du déficit public de 100 à 120% du PIB, alors que la récession serait, selon Monsieur le maire, de -9 à -11%. Où passe la différence? On peut estimer cette différence à 200 milliards d'euros. Alors, attention, parce en fait, vous parlez, c'est la dette publique. C'est pas le déficit public, hein, c'est la dette publique. Parce que le déficit, heureusement, il est moins élevé. Le déficit, en fait, c'est ce qu'on a tous les ans. C'est l'écart entre les recettes et les dépenses. Donc là, cette année, on va faire à peu près 10% du PIB, de déficit donc public. Et la dette, effectivement, c'est le cumul de tous ces déficits depuis des années. Parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais tiens, André, petite question. À quand, en France, remonte le dernier excédent public ? En France, dans l'histoire de France. 1974. Bravo, effectivement, non. 1974. Depuis 1974, on n'a fait que des déficits en France. Qui est de la croissance ou pas, constamment, on a plus de dépenses que de recettes. Et donc, c'est ça qui fait effectivement cette dette publique qui augmente. Et donc, vous l'avez dit, le problème du déficit de la dette publique, c'est que c'est un ratio. En haut, vous avez la dette, donc qui flambe, et en bas, vous avez le PIB, donc qui baisse. Donc, c'est ce qui a la situation de pire. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la dette publique qui augmente, et de l'autre côté, le PIB qui baisse. Donc c'est ce qui fait que, même si vous avez moins 10 sur le déficit public, mais comme la dette augmente beaucoup plus que moins 10, ça veut dire qu'au total, on passe de 100 à peu près 120% du PIB. Donc c'est ça qui fait l'écart. C'est que, en fait, la dette monte et le PIB baisse. Donc comme... D'accord. C'est ce qui fait que le ratio, si vous voulez, augmente plus que la baisse du PIB. Voilà, c'est de la mathématique simple, mais c'est vrai que, globalement, c'est ce qui fait qu'on a cette dette publique, ce déficit public qui flambe à 120%. Ça vous va, Fabrice ? Oui, mais je suis pas vraiment économiste, mais mais sachez que ça, c'est parce que en plus, en France, on a une norme comptable dans laquelle on n'intègre pas ce qu'on appelle le hors bilan, ça veut dire le paiement des retraites des fonctionnaires. Donc si on mettait en plus le paiement des retraites des fonctionnaires, il faudrait rajouter encore 30% du PIB. Arrêtez. Donc on arrête là, voilà. On va arrêter là. Mais bon, voilà, c'est dans notre esprit de déni de réalité. Mais encore une fois, si malgré ça, on avait une croissance qui revient à 10%, on pourrait dire, allez, au diable l'avarice, mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Allez, on retourne au standard. On va donner la parole à José qui nous appelle d'Agen. Bonjour José. Oui, bonjour José. Oui, bonjour André Berkoff, le Garibaldi des ondes. Vous seriez général, je vous suivrai pour tous les combats. C'est gentil. On fera peut-être. Les combats sont pas finis, en tout cas. Ah non, je pense qu'ils sont loin d'être finis. Oui, je vous parlais à propos je voulais parler à propos des expulsions. Oui. Voilà, moi j'ai connu des expulsions dans les années 70 de gens qui étaient européens. Oui. Et ils passaient par la préfecture et on les envoyait, on les mettait dans les avions direction Italie, direction Espagne. Il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas d'avocat, il y avait expulsion. Et voilà, c'était terminé, on partait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème politique. Et c'est que politique. Parce que aussi bien l'extrême droite, l'extrême gauche se servent de ça. Ouais. C'est leur fonds de commerce. Donc, à quoi sert d'expulser des gens lorsque moi, dans quelques temps, j'aurai ma nationalité? 400 000 parents sont naturalisés. Et voilà, moi je pense que le problème, il est que on a des politiques frileuses, on n'ose pas le tout à fait là, ce fameux en même temps. En plus, ben voilà. Donc on en arrive à des situations chaotiques, parce que moi j'habite à Agen actuellement.
mais j'ai vécu toute ma vie dans le 93 et je suis parti parce que c'était invivable. Mais... Voilà. Non, mais il y a le problème, il est effectivement politique et il est aussi un problème, soyons clairs, d'autorité, de volonté, et ça s'appelle de courage. Je rappelle Exactement. simplement cette phrase de Churchill que je cite toujours: un politicien ne pense qu'à sa réélection, un homme d'État pense aux futures générations. La différence. Oui. Clémence. Oui, alors on retourne au standard au 0826 300 300. On va donner la parole à Hervé qui nous appelle de Marzas. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Hervé. Oui, bonjour à Marc Totti, à vous André Berkoff. J'avais une question concernant justement cette approche de l'économie numérique et du Great Reset. Je m'interroge sur ce qui concerne la situation actuelle du Covid et sur la dette de la France qui s'amplifie de façon vertigineuse. Est-ce que notre banquier d'affaires, Emmanuel Macron, n'aurait-il pas passé un accord avec les GAFAM pour financer une partie de la dette sociale de la France et engager la France dans une économie numérique du 22e siècle? Alors, bon, Marc Lotti. globalement, c'est vrai que quand je parlais de l'augmentation des impôts tout à l'heure, il y a aussi cette piste qui serait d'augmenter les impôts sur les GAFAM. Oui. Donc le GAFAM, Qui sont c'est quand Google, même multi-trillionnaires. Voilà, exactement. Et surtout qu'on ne taxe pas. Qu'on ne taxe pas, c'est extraordinaire. Donc c'est ça qui est quand même quelque chose de fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, mais c'est pas qu'en France, d'ailleurs, même aux États-Unis, vous avez effectivement... Personne ne taxe les GAFAM, c'est hallucinant. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question. Et il y a un vrai souci, bien entendu, aujourd'hui. Mais ils peuvent le faire, ils vont le faire ou pas? J'espère. On ne sait pas. Alors le seul qui avait le courage de le faire, a priori, c'était Trump, mais a priori, non, il sera plus là. On ne sait pas encore, mais bon, pour l'instant. Et c'est vrai que pour l'instant, Biden aux États-Unis, ça viendra des États-Unis, ce mouvement-là. Parce que si la France le fait seule, bon, alors après, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que malheureusement, j'ai l'impression que les GAFAM, excusez-moi, je ne veux pas être méchant, mais se fichent un peu de Macron. C'est ça le drame. C'est qu'on a aujourd'hui des mastodontes qui sont plus forts que les États. Oui, c'est vrai. Donc c'est pourquoi il n'y a pas forcément d'accord. Par contre, là où il y a un vrai danger, c'est que, encore une fois, pour pouvoir payer des impôts, il faut qu'on ait de la croissance, qu'on ait de l'activité. Donc si les GAFAM ne font pas d'activité ici, bon, globalement, comment on va pouvoir les taxer? Et ce qui est complètement fou, tout à l'heure j'en parlais off, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui le pays qui s'en sort le mieux de cette pandémie, c'est la Chine. C'est-à-dire que d'un point de vue de la croissance de l'activité, donc s'il y a effectivement un doute, c'est ça. C'est-à-dire de se dire qu'on a une pandémie qui vient de Chine et le pays qui génère aujourd'hui la plus forte croissance, c'est effectivement la Chine. On a eu des chiffres encore hier de l'excédent commercial chinois, un record. Vous vous rendez compte? Un record historique sur le mois de novembre. Alors qu'on avait dit, justement, c'était l'objet du reset. On avait dit, maintenant, il faut arrêter d'acheter chinois. En fait, entre guillemets. Ce que vous dites, c'est aux criminels les mains pleines. Hein. C'est ça qui est complètement criminel. Alors, on ne sait pas. Je ne suis pas dans la théorie du complot. J'espère pas qu'ils ont fait exprès. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, si vous voulez, cette pandémie, elle reflète, je pense, nos faiblesses structurelles. Et de notre côté, les forces structurelles de l'économie chinoise qui redémarrent, parce qu'il y a également l'Inde qui redémarre très fortement. Ce sont des continents à eux seuls. Il faut le... Hervé, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce qu'en fait, malgré tout, le chaos économique et sécuritaire, il est complètement bénéficiaire pour les GAFAM. Je veux dire, ils ont tout intérêt à installer un confinement général dans les pays pour que tout le monde puisse passer par Internet et obliger l'utilisation de l'outil numérique de plus en plus. Non, mais c'est vrai que c'est complètement fou, parce que moi, avant la crise du Covid, justement, j'avais écrit le livre d'avant qui s'appelait Un monde de bulles, où j'avais dit justement que c'était très dangereux. On avait une bulle des GAFAM qui valent des milliards. Si vous voulez, aujourd'hui, vous prenez Amazon, évidemment, ou Apple, ça vaut plus que l'ensemble du CAC 40, c'est ce que je veux dire. Donc ça fait un peu peur tout ça. Donc bien sûr que le drame, c'est que cette pandémie les a encore plus renforcés. Donc ils sont encore plus forts qu'avant. Et donc d'où l'importance de nos dirigeants. Et moi je me demande qu'est-ce qu'on attend pour le faire, de nos dirigeants politiques. Et d'avoir une politique commune aussi à l'égard des GAFAM. C'est ça le problème. C'est ça qui est dramatique, c'est que on n'a pas aujourd'hui de politique commune pour dire stop. Maintenant on va effectivement mieux légiférer, mieux taxer. Donc c'est ça le reset. C'est du bon
côtés du sens. Hein. C'est-à-dire qu'on doit se dire aujourd'hui, il faut justement, on a fait des erreurs, maintenant il faut revenir sur ces erreurs. D'où d'ailleurs, Marc, dites-le, parce que justement Hervé en parlait, le reset dont vous parlez brillamment dans votre livre, c'est pas le Great Reset de M. Klaus Schwab et de Davos. Non, pas du tout. Non, tout à fait. Parce que le drame, effectivement, c'est que certains disent aujourd'hui, voilà. Alors bien sûr que l'ancienne économie, ok, on jette tout et puis on refait. Mais le problème, c'est que est-ce que on a les moyens de le faire aujourd'hui? Et il y aura de grands perdants. Et malheureusement, comme la France n'est pas préparée à cela, regarde dans les GAFAM, est-ce qu'il y a un Français? Est-ce qu'il y a un Européen même? Il n'y en a pas. Donc c'est ça le drame, c'est que bien sûr qu'il faut regarder de l'avant, mais il faut innover, il faut investir, mais il faut avoir des champions de l'innovation. Et pour l'instant, ils ne sont pas malheureusement chez nous. Pourtant, on a parmi les meilleurs ingénieurs du monde, mais malheureusement, on n'a pas cette dynamique de recherche appliquée. On se retrouve, Hervé, restez avec nous, on se retrouve juste après cette petite pause. Hein. N'oubliez pas le numéro de téléphone 0826 300 300. On parle du reset de Marc Toiti, on parle du Great Reset de Davos et vous pouvez réagir. À tout de suite. André Berkoff, toujours dans tous ses états, avec son invité Marc Toiti. Je rappelle son livre Reset, quel nouveau monde pour demain aux éditions Bouquelis. Et puis vous aussi, vous êtes toujours là et on donne la parole à Hervé de Marsas. Oui Hervé, on continue avec vous, mais juste rapidement, dites-nous. On vous écoute. Alors, moi, je voulais savoir l'avis de Marc Toiti concernant la surcapitalisation boursière des GAFAM. Est-ce qu'il considère que, en fait, au regard de la rentabilité, il y a un véritable risque d'éclatement d'une bulle spéculative et de soucis pour l'économie mondiale? Oui, complètement. Il y a une vraie bulle. Alors, une bulle, c'est quoi? Ça veut dire, en fait, quand la valeur des actions, des actifs, flambe par rapport à la valeur économique de ces entreprises. Donc, il faut savoir que, par exemple, si vous prenez Amazon, donc pour justifier la valeur boursière d'Amazon, il faudrait à peu près 100 ans de profit d'Amazon. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire 100 ans. Donc la valeur boursière n'a rien à voir avec... La valeur boursière n'a rien à voir avec les profits effectivement actuels. Amazon gagne de l'argent, hein, mais ça n'a rien à voir. Donc on a cette bulle. Et le problème, c'est que pour que ça s'arrête, il faut que justement on réglemente ces GAFAM, qu'on les taxe davantage. Alors, est-ce que ça va arriver? Je l'espère bien, on l'espère tous. Parce que pour sinon, le moment, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Et le problème, c'est qu'ils sont en train d'augmenter leur puissance, ils deviennent presque incontournables, ça devient des monopoles plus puissants que les États. Donc c'est là où je pense même pas qu'il y a un complot, simplement il y a... Mais vous avez vu, Marc, que 40 États américains ont attaqué Facebook et Amazon, je crois, sur le monopole. La loi antitrust. Exactement. Aux États-Unis, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle la loi antitrust. Je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas encore déclenchée, parce que là, on a une situation extrêmement dangereuse. On parle d'argent, mais pas seulement, pour nos libertés également. C'est extrêmement dangereux. Donc là, il faut dire stop. Sinon, après, il sera une situation de non-retour qui sera très dangereuse. Donc j'ose espérer que dans les prochaines années, on va légiférer et on va taxer effectivement ces GAFAM. Sinon, évidemment, ça sera... la bulle continuera, mais plus ça dure, plus quand ça explose, ça fait mal. Que le dieu de l'informatique vous entende. Allez, on file dans le sud-ouest pour donner la parole à Françoise, qui nous appelle de Gradignan. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Françoise. Bonjour Monsieur Berkoff, j'espère que je suis un peu moins émue que votre invité, parce qu'il fait une faute là qui me heurte un peu, parce qu'il dit numéro 1 mondiaux, alors que je préférerais un numéro 1 mondial. Bon, enfin, nous sommes numéro 1. Nous sommes numéro 1 mondiaux. Mais nous sommes numéro 1, c'est mondial, c'est pas mondiaux. Nous sommes. Oui. Le numéro 1 qui est mondial. Excusez-moi. Merci. Voilà. Mais je pense que c'est l'émotion. Mais pas autant que la mienne. Voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que, si vous voulez, on parle naturellement que l'État doit avoir des recettes. Mais les recettes, ce n'est pas uniquement les pauvres salariés et les commerçants. Les recettes, ça peut aussi être la taxation des transactions financières. Or, les actionnaires ont des cadeaux depuis des lustres. Ils ont une part de plus en plus importante du PIB grâce aux économies qu'ils font sur les impôts. Donc, si on ne taxe pas les transactions financières, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors que les transactions financières, naturellement, ce sont les actionnaires qui les font, les transactions financières. Et ces transactions financières, qui sont les actionnaires maintenant? Nous avons de moins en moins d'actionnaires nationaux. Qui sont les actionnaires? Ce sont les pays des Arabes Unis, de la Chine, etc., qui
qui se reconvertissent. Pour les pays du pétrole, eh bien, ils reconvertissent dans nos actions et on leur fait des cadeaux fiscaux. Je vois pas pourquoi on ferait des cadeaux à ces immigrés, plus qu'aux autres. Et la Chine, elle, qui naturellement replace ses billes, replace les profits qu'on leur a largement accordés dans nos actions, et ils ne sont pas taxés. Donc on n'arrête pas de scier la branche sur laquelle on est assis. Voilà, excusez-moi. Je pense... les retraites, quand on pense... Certains osent parler de diminuer les retraites de 10%. Non, mais on rêve. Là, ça va finir par exploser. C'est le Joker. Hein. Vivement le Joker, c'est pas possible. Voilà. Ok, Françoise. Comment ose-t-on avoir cette idée? Non, voilà. Je vous remercie, Monsieur Berkoff, pour toutes vos émissions, parce que là, j'arrive à dire quelque chose, même si, je sais pas si. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Merci à vous, Françoise. Merci beaucoup. Merci, au contraire. Et c'est vrai. Non, il y a une chose dans ce que dit François, c'est vrai. Beaucoup de gens le parlent sur les histoires de la taxation de transactions financières. Mais avant ça, je crois que c'est le groupe Carrefour, mais peu importe. Je crois que c'est le groupe Carrefour. Par exemple, quand on apprend le groupe Carrefour, Marc Toiti, met en chômage partiel 90 000 de ses 120 000 adhérents. Très bien, salariés, excusez-moi, salariés bien sûr, et qu'en même temps, il distribue je ne sais pas combien de milliards à ses actionnaires. Alors, il faut expliquer que les actionnaires, c'est pas seulement des gens qui reçoivent, mais c'est des gens qui ont investi, mais peut-être qu'il faudrait éclaircir tout ça, transactions financières, actionnaires, etc. Jeff, il faut faire très attention, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, là, on parle des entreprises du CAC 40. Oui. Or, le problème, c'est que dans les entreprises du CAC 40, 80%, voire des fois 90% des profits sont faits à l'étranger. Ils ne sont pas faits ici. Ils ne sont pas faits en France. Presque 90%. 85% à peu près des profits sont faits à l'étranger. Ce qui est évidemment... Tout le CAC 40. Voilà, le CAC 40. Donc, pourquoi? C'est normal, parce que ce sont des entreprises qui sont internationales. C'est ça, bien sûr. Par contre, et c'est là où il faut faire attention, quand on regarde nos entreprises à nous, qui sont là, qui sont en France malheureusement, et bien là on voit que les profits, la plupart des entreprises qui sont des PME, 97% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés, donc c'est même pas des PME, c'est des TPE, petites entreprises, et bien là malheureusement les profits n'augmentent pas. Donc c'est là où il faut faire attention, c'est que les profits faits en France ne viennent pas spolier effectivement les Français. Et puis il faut que nos entreprises fassent un peu de profit justement, parce que derrière ça leur permet d'embaucher et autres. Par contre, c'est vrai que la vision qui est de dire au niveau mondial, oui, il y a un décalage entre les profits qui sont faits et ensuite le travail aujourd'hui en France qui n'est pas là, ça pose un vrai problème. Mais il faut que nous également, notamment les dirigeants français, réduisent justement le coût du travail, réduisent la pression fiscale qui pèse sur les salaires. Il ne faut pas réduire les salaires, bien sûr, mais surtout pas. Il faut réduire les charges qui pèsent sur les salaires, ce qui nous permettra justement d'avoir davantage d'emplois. Donc, c'est vrai, on ne peut pas être manichéen, si vous voulez dire. C'est pas tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'entreprises en France qui, heureusement, restent là, qui créent, je dirais, des emplois en France. Mais ça ne suffit pas parce qu'on n'a pas le terrain. Ce sont elles les principales créatrices d'emplois en France. Toujours. Ce sont celles qui créent des emplois en France. Ce sont avant tout les entreprises. Il y a l'État qui crée des emplois, bien sûr, mais la vraie création d'emplois, ça reste avant tout les entreprises. Alors et encore une fois, je le répète, nos PME, c'est pas les entreprises du CAC 40. Il en faut, bien sûr, mais elles font leurs résultats à l'international. Mais alors justement, cette histoire des transactions financières, on en parle beaucoup. Mesures de justice, etc. Ça fait des années, des décennies qu'on en parle. Est-ce que effectivement on peut se dire, alors c'est global, évidemment, il faudrait une gouvernance mondiale presque pour faire ça. Mais est-ce que ça peut être intéressant, c'est une piste ou pas? Là aussi, je vais vous dire deux choses sans entrer trop dans la technique, parce que les transactions financières, il y a deux types de transactions. Il y a les transactions, on va dire, normales. Par exemple, vous voulez acheter une entreprise française cotée en bourse, donc vous allez acheter de cette entreprise. Donc ça veut dire que vous faites une transaction financière. Mais pourquoi on va vous taxer alors que vous voulez acheter parce que vous croyez en cette entreprise sur du long terme? On ne va pas vous taxer, ça serait quand même dommage. On va encore augmenter les impôts que vous payez, donc c'est pas sympa. Par contre, une entreprise, un investisseur qui dit voilà, j'achète aujourd'hui, je revends à midi et je rachète à 15h, alors lui, effectivement, c'est que de la spéculation. Il ne va pas investir pour l'entreprise à long terme. Donc lui, par contre, spéculer. Lui, par contre, effectivement, on peut créer ce qu'on appelle cette taxe, je dirais, sur les transactions financières. Qui n'existe pas parce qu'elle est très compliquée à mettre en place. Déjà, comme vous l'avez dit, au niveau mondial, s'il y a des pays qui ne la font pas, il va y avoir évidemment des flux d'investissement qui vont aller dans les pays où il n'y aura pas cette taxe, et donc à notre détriment. Donc il faut un accord au moins européen, voire avec les États-Unis. Donc c'est compliqué. Et ensuite, le drame, c'est que la surveillance de ces transactions, effectivement, fait que le coût de la mise en place peut être supérieur à ce que ça va nous ramener.
Oui, c'est ce qui est très souvent en France, qu'on crée des impôts, et puis juste le fait de prélever l'impôt, ça coûte plus cher que ce que ça ramène. Donc, il faut être là aussi très prudent. Large question, vaste programme. Et les questions, justement, continuent pour notre invité Marc Toiti. On donne tout de suite la parole à Brigitte, qui nous appelle de Bordeaux. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Monsieur Berkoff, Monsieur Toiti. Bonjour. Je vous appelle pour avoir un avis de l'économiste, à dire ce qu'il en est de cette dette astronomique actuelle et encore future, et surtout de quelle façon est-ce qu'elle va être remboursée. Est-ce qu'elle sera remboursée? Est-ce qu'elle va se perdre dans le néant, etc. D'une façon assez simple et assez concrète et pragmatique. C'est cette question que je voulais poser à M. Toiti. Eh bien, il va vous répondre. Avec plaisir. Alors, en fait, c'est très simple, il n'y a que 4 manières de rembourser la dette. Alors la première qu'on a eue effectivement historiquement, c'est au travers d'une augmentation de l'inflation. Ça veut dire les prix augmentent, ça rembourse en partie la dette, sauf que si les prix augmentent, ça casse le pouvoir d'achat, donc on n'a rien gagné. Donc ça, c'est pas la bonne solution, plus il n'y a pas beaucoup d'inflation aujourd'hui. Deuxième solution, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est ce qu'on fait trop souvent en France depuis des années, on augmente les impôts. Donc là, c'est nous tous collectivement, malheureusement, qui allons payer. Et ça ne diminue pas la dette. Et voilà, ça ne diminue pas la dette, et c'est pire que ça, parce que ça casse la croissance, donc ça réduit les recettes fiscales. Donc bon. Et c'est malheureusement ce qu'on fait depuis des années en France. Alors maintenant, on va avoir du mal, comme on est numéro 1 mondial des impôts, encore mondiaux, désolé, mais je le dis, parce que moi, bon, je maintiens ça, mais ça permet, là aussi, d'avoir de casser encore malheureusement la croissance, donc c'est pas la bonne solution. Troisième solution, qu'on entend de plus en plus, que vous avez dit, madame, c'est qu'effectivement, on va annuler la dette. Alors c'est vrai que ça paraît formidable. On se dit, il y a des tas de pays qui ont annulé la dette. Voilà, on ne va pas s'embêter. Même l'Italie aujourd'hui, le gouvernement italien a dit ce serait bien que la BCE annule cette dette. Le problème de ça, c'est que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Parce que la dette publique, même qui est détenue par la Banque Centrale Européenne, elle est dans son bilan. Donc c'est ce qu'on appelle une contrepartie de la masse monétaire. Notre dette aujourd'hui, elle est détenue par la Banque Centrale Européenne. En grande partie, la moitié de la nouvelle dette est détenue dans le bilan de la Banque Centrale. C'est pour ça que les taux d'intérêt sont bas. Parce que si on devait avoir des investisseurs normaux, si vous voulez, ils vous diraient je veux bien vous prêter, mais à des taux d'intérêt plus élevés. La Banque Centrale Européenne nous dit là, on peut quand même. C'est la Banque Centrale qui garantit, donc il dit qu'avec eux, on peut y aller. Qui achète la dette, on vous dit globalement, puis elle va pas revendre sur les marchés. Donc c'est ce qui permet. Donc ça, le problème, c'est que si on annule la dette, ça va détruire de la monnaie. Donc ça, on n'a jamais vu. Donc c'est extrêmement dangereux. Mais admettons qu'on arrive à passer à ça, parce que je pense que les Allemands ne laisseraient pas faire. Et si on fait ça, par exemple, je pense que ça marquera la fin de la zone euro, l'explosion de la zone euro. Donc ça peut être très dangereux. Par contre, admettons qu'il y a un miracle. Alors qu'est-ce qui reste ? Je termine sur cette mesure. Si on arrive quand même à supprimer une partie de la dette, le problème, c'est que ça, c'est la dette du passé. Ça veut dire que toute la dette future, quand on va vouloir de nouveau s'endetter, là, les taux d'intérêt vont être très élevés, ce qui va casser l'activité économique. Donc là aussi, on n'aura pas gagné. Donc il reste une dernière solution qui est la meilleure. Le seul moyen de payer la dette, c'est en générant une croissance plus forte, une activité économique plus forte, et donc derrière des emplois. Mais comment on peut la générer comme ça ? Il n'y a pas le lapin du chapeau, là. Il faut de l'innovation. Il faudrait des GAFAM françaises. C'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui trouver, par exemple, l'avion à hydrogène, une technologie, si vous voulez, qui va nous rendre... Technologie révolutionnaire qui va être exportée partout. Qui va être exportée dans le monde entier et qui va nous permettre justement d'engranger des bénéfices et de rembourser cette dette. Ça, c'est le seul moyen. Ce qu'on appelle effectivement cette croissance économique au travers de l'innovation. Voilà, c'est le seul moyen. Créativité. Et surtout recherche appliquée, parce que ça n'a rien de uniquement rechercher pour se faire plaisir. Il faut derrière, il y ait du concret et qui génère de la croissance et de l'emploi. Recherche Steve Jobs et Zuckerberg désespérément. Allez, le débat continue. Vous pouvez toujours nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, toujours dans tous ses états, avec son invité Marc Toiti. Je répète, économiste, président fondateur du cabinet AC Défis, auteur de Reset, quel nouveau monde pour demain, aux éditions Bocchelis. Et puis, vous êtes là, vous aussi, vous êtes tous là, et vous nous appelez au 0826 300 300. On donne tout de suite la parole à Louise, qui nous appelle de Marcillac. Bonjour Louise. Oui, bonjour Louise. Oui. Bonjour Monsieur Berkoff, Louise, fidèle auditrice, je dirais même très fidèle auditrice de, ça de fait votre plaisir, émission. Ça. Écoutez, je vous appelle du fond de ma campagne, vous voyez où je veux en venir.
Je vois où vous voulez en venir, mais dites-le. Alors, je veux en venir aux propos tenus ce matin par cette chère Ségolène Royal. Ah ben oui. Voilà, pour vous, etc. Pour tout le monde a certainement entendu ces propos. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que... je voudrais quand même lui dire à cette dame qu'ici, mon premier voisin est à 800 mètres, hein, d'accord? Oui. Mais ici, on a quand même la radio, on reçoit des journaux, on a Internet, et même on a la fibre. C'est pas vrai. Oui. Ah bon, vous avez ça? Oui. C'est incroyable, ça. Enfin, on a des écoles et on se bat pour garder nos écoles. Voilà, c'est le faire une campagne très jolie d'ailleurs en ce moment. Alors, ces propos pourraient prêter à rire, mais en fait, pas du tout. Parce que, en fait, pour moi, c'est le symbole de la déconnexion totale de ceux que l'on appelle des élites. Exact. Complètement. Vous voyez, c'est pas drôle. C'est caricatural même à son niveau. Oui. Et ce sont ces gens qui nous dirigent. Et là, c'est pas drôle, c'est vraiment dramatique. Voilà ce que je voulais dire. Et également, là, je lui conseillerais de lire un livre que je suis en train de lire suite à un de vos interviews. Oui. C'est Nos campagnes suspendues de Salomé Berliou. Oui, excellent ouvrage. Très beau livre, oui. Voilà. Oui, effectivement, je suis ravi que vous l'ayez découvert, qu'on l'avait reçu, et c'est vrai que... Et vous savez, on parle beaucoup de cela. J'avais reçu aussi Jean-Claude Michéa, qui est aussi à la campagne, beaucoup de gens. Mais voilà, non, ce que je trouvais extraordinaire, on ne va pas s'apesantir là-dessus, mais Françoise, vous avez totalement raison. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça lui permet de dire « Ah, mais les Français, mais comment ils pèsent Beauvau ?» Vous savez, ça me rappelle Hillary Clinton, quand elle parlait du basket of un panier déplorable. Voilà. C'est toujours le côté « Ah, mais c'est les ploucs, ça, mais... C'est fou, quoi. Oui. C'est vraiment... Ce qui est fou encore plus, c'est que c'est vrai également d'un point de vue économique. Moi, je le vois depuis des années. Moi, je viens des cités HLM d'Orly et j'allais beaucoup dans un village qui s'appelle Marciac, dans le Gers. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a le festival de jazz. Quand j'étais jeune, exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a effectivement des dirigeants qui sont complètement éloignés de la réalité. Pas que maintenant, ça fait des années que ça dure malheureusement. Bien sûr. Je pense que les Français, justement, grâce à Internet, grâce à tout ça, grâce à vos émissions, ils se laissent plus avoir, quoi. Et donc, ce qui est encore plus grave, c'est que d'après ce que j'ai compris, Mme Royal est de gauche, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que, normalement, justement, quand on est de gauche, on devrait être proche de la population. Même là, vous voyez, c'est ça qui colle plus, quoi. Donc il faut aujourd'hui, il nous faut des dirigeants qui soient des gens qui aient les mains dans le cambouis, qui connaissent la réalité économique, qui savent de quoi ils parlent et qui n'écoutent pas simplement des gens qui sont dans les hautes sphères. Et c'est ça qui nous fait beaucoup de mal depuis des années, y compris en économie. C'est clair. Clémence. Je précise tout de suite que vous, on parlait de Salomé Berliou, vous pouvez évidemment la réécouter sur YouTube pour revoir l'émission d'André Berkoff le 14 octobre. Et on retourne au standard, on donne la parole à Sophie de Jouer sur Erdre. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Sophie. Bonjour à tous. En fait, je voulais rebondir un petit peu sur l'émission d'aujourd'hui avec le plaisir d'avoir l'intervenant que vous avez à ce jour vis-à-vis de l'avenir de nos enfants. Oui. Au niveau économique, justement, par rapport à tout ce qui se passe, et quand on dit que oui, il y a des endettements au niveau européen, français, tout le monde se lance à peu près la balle pour savoir qui va payer en fait ces dettes-là après. Des fois, elles seront oubliées, des fois, on oublie qu'elles sont à des gens privés, mais des milliardaires privés, je parle, où on aurait fait des emprunts. Mais là où moi je me pose la question, c'est qu'au niveau du futur de nos enfants, ce qu'on leur offre, là, c'est en l'occurrence des banques qui arrêtent à partir de cette fin d'année, de faire des emprunts au-delà de 20 ans. Donc, c'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait faire 25, 35. Ouais. À vous dire, ça s'arrête à 20 ans maintenant pour les banques, oui. Ça, oui. Voilà. Au vu des conditions économiques actuelles, ça paraît vachement compliqué déjà de faire de faire de l'avenir quelque chose, quoi. Je veux dire, économiquement parlant, pour nos enfants en bas âge, c'est hyper compliqué de voir quelque chose. Surtout qu'on nous dit, là je viens d'entendre à l'instant justement de dire il faudrait qu'on soit dirigé par des gens qui soient plus proches du peuple. Ben oui. Alors, je vous avouerai qu'aux dernières élections, c'est vrai, j'ai voté Macron. Parce qu'il disait justement qu'il avait des députés qui prenaient à droite, à gauche, qui avaient cette conscience justement du peuple. Oui, la société civile. Et on se rend compte qu'économiquement, et autant au vu de ce qui va se passer peut-être demain au niveau de l'IES, donc l'instruction en famille, ça va être décidé par des gens qui sont en fait, même à partir du moment où ils arrivent dans les mouvements politiques et économiques, ils ont l'air totalement déconnectés. Oui. Et on se demande où on va.
Et là, la question en l'occurrence, c'était quel avenir économique pour nos enfants. Moi, j'en ai un de 18 ans, donc qui est majeur, maintenant qui est en CAP couvreur. Bon, je me dis que lui ne devrait pas s'en sortir trop mal parce que le BTP ne devrait pas s'en sortir trop mal au bout du compte. Ouais. Mais j'en ai 2 autres qui arrivent derrière, qui ont 9 ans et 7 ans et demi. Mais purée, mais quel avenir économique je leur donne. Là, on ne sait même pas de quoi demain sera fait au niveau de nos libertés. Donc, au niveau de l'économie, c'est encore extrêmement compliqué. Parce que, qu'est-ce qu'en tant que propriétaire à l'heure actuelle, enfin, demi-propriétaire, hein, j'ai la moitié à la banque. Mais voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir leur transmettre de mon travail à moi? Exact, non, c'est vrai. La transmission d'un côté, mais surtout, effectivement, c'est une question que vous posez, que se posent des millions de gens, tout le monde d'ailleurs. C'est vrai, enfin, sans prédire l'avenir, on va pas faire les voyantes, Marc Toiti, mais quand même, c'est vrai qu'on peut se poser la question sans être... avant, vous savez, c'était l'ascenseur social, hein, les enfants allaient beaucoup plus... allaient monter beaucoup plus que les parents. Aujourd'hui, jusqu'à où ils vont descendre. Malheureusement, aujourd'hui, c'est les parents, voire les grands-parents qui aident les enfants et les petits-enfants. C'est ça le drame. Donc voilà, il faut... heureusement qu'entre guillemets, il y a une génération quand même qui, globalement, sont les plus ou moins pas trop mal sortis, qui va pouvoir aider, on va dire, les générations à venir, parce que, je ne vais pas mentir, on va avoir 10, 15 ans compliqués, difficiles. Mais, par contre, ce que je veux dire à l'auditrice, très, très sympathique, c'est que, moi, c'est ce que je dis à mes enfants également, il faut réhabiliter la valeur travail. Ça, je pense, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu trop de réussite, entre guillemets, où on gagne de l'argent comme ça, un peu, qu'on appelait la génération Star Academy. Quoi. Dire, en 5 minutes, on devient très riche, on devient une star. Puis après, on est oublié directement le lendemain. Non, il faut aujourd'hui être dans la durée. Et pour être dans la durée, il n'y a que le travail qui fonctionne. Donc, il faut donner effectivement à nos enfants une formation, si possible, une formation qu'ils aiment, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire un métier qu'on n'aime pas. Faire justement l'aspect innovation, c'est quand même très important d'avoir constamment cette démarche d'innovation, donc adapter ses formations, adapter ses connaissances en permanence. Alors je suis désolé, il faut savoir parler une langue étrangère, notamment l'anglais, peut-être après-demain le chinois. Il faut pouvoir bouger à travers le monde. Mais aussi quand même les travaux de proximité. Alors ce que j'allais dire, surtout ce qui est le problème qu'on a eu en France, la grande erreur stratégique qu'on a fait ces 20 dernières années, c'est qu'on a voulu laisser croire qu'on pouvait avoir une économie sans industrie. Et en gros, les métiers justement manuels, c'était des mauvais métiers. Pourquoi ça, c'est, je pense, une grave erreur stratégique qui a été faite et qu'il faut aujourd'hui, il faut réhabiliter effectivement. Hein. Il y a beaucoup de très beaux métiers justement, comme mes parents me disaient, il n'y a pas de saut métier, je me rappelle cette expression. Il y a beaucoup de beaux métiers justement manuels dans l'artisanat, également voilà dans l'industrie. Il faut qu'on réhabilite aujourd'hui notre industrie et de ce point de vue-là, c'est un concept qu'on appelle la destruction créatrice. C'est-à-dire que oui, on va détruire bien sûr des emplois, des activités, mais on va en créer beaucoup d'autres. Et donc voilà, il faut être à l'affût avec quand même la valeur travail. Je pense qu'il faut réhabiliter aujourd'hui la valeur travail et c'est ça qui va nous permettre, et c'est vrai que quand on a parlé tout à l'heure des GAFAM ou autres, le Bitcoin, ce truc-là qui nous échappe, il faut réhabiliter le travail, on crée de la richesse grâce au travail. Eh bien on va tous continuer de travailler, autant qu'on peut. Voilà, et je rappelle les références de votre livre Marc Toiti pour ceux qui n'auraient pas encore commandé au Père Noël. Reset, quel nouveau monde pour demain aux éditions Bouquet Lys.